Bonjour à tous. Bonjour, Bonjour bienvenue sur ce Samy. webinaire. Bonjour Bonjour Samy. Florian. Bonjour Salut Damien. Damien. Bon, ravi de vous retrouver pour ce webinaire live de Le Hibou. Alors, on prend le live à 12h01. Alors, on attend un petit peu tous ceux qui nous ont rejoints. Vous êtes nombreux à vous être inscrits, donc on va peut-être attendre un petit peu. C'est l'occasion de vous demander simplement si vous nous entendez correctement. Vous pouvez nous répondre dans le chat. Vous avez un chat à votre disposition. Merci Daniel, 5 sur 5, super. Merci Jean, parfait, génial. Bon, bah, écoutez, ça fait plaisir. Merci Ervan, Jean-Luc. Bonjour Marc. Eh oui, Marc a l'air en pleine forme. Marc est chaud là. Bon, alors, je pense qu'on va pouvoir démarrer tranquillement parce que bon, on va essayer de tenir un peu le temps. Merci à tous de nous rejoindre du coup pour ce webinaire. Le thème de ce webinaire aujourd'hui, c'est du coup comment devenir un freelance star avec un retour d'expérience d'un freelance que nous connaissons bien chez Le Hibou et qui travaille avec nous sur certaines missions. L'idée, c'est justement de pouvoir faire un retour d'expérience et de pouvoir échanger avec lui sur ses bonnes pratiques, comment il a réussi à faire décoller son activité et comment il a pu justement, à l'inverse, traverser et surmonter des périodes parfois peut-être un petit peu plus délicates pour justement arriver à une activité freelance pérenne. Nous sommes donc avec Damien Albagnac. Bonjour Damien. Bonjour. Salut Damien. Damien qui est donc freelance BI, Business Intelligence sur Bordeaux et donc qui va nous accompagner pendant tout le webinaire pour vous expliquer très rapidement comment ça va se passer. Nous allons donc avoir cet échange avec Damien pendant une bonne partie du webinaire et à la fin, nous allons avoir une session de questions-réponses. Vous avez le chat à votre disposition. N'hésitez pas à l'utiliser pour poser vos questions. Nous pourrons répondre à certaines des questions directement dans le chat et nous allons sélectionner certaines des questions pour en parler avec Damien à la fin. Si certaines des questions n'ont pas été traitées, ne vous inquiétez pas. Soit nous pourrons en fait vous donner une adresse mail à laquelle vous pourrez écrire à la fin si jamais vous n'avez pas eu votre réponse. Ou bien en fait nous pourrons directement vous répondre via le chat comme je l'ai dit juste auparavant. Voilà. Je vous propose du coup qu'on démarre. Je vais laisser dans un premier temps Florian nous présenter, nous rappeler un petit peu qu'est-ce qu'on fait chez Le Hibou. Et du coup, après, on passera vraiment au vif du sujet avec cet échange avec Damien. Exactement. Merci Samy. Bon, j'ai vu dans le chat qu'il y avait beaucoup de sifflements de hibou qui étaient entendus derrière. Je pense que c'est ton élevage, Samy, qui commence à faire du bruit. Oui, effectivement, je suis à l'extérieur, il y a des hiboux et des oiseaux qui sont autour de moi, donc je vais couper mon micro, vous inquiétez pas, il n'y aura pas de souci. Top, merci. Bon, je vais faire rapide sur la présentation de Le Hibou. Concrètement, Le Hibou, c'est quoi? C'est en fait la plateforme de freelance qui sont spécialisés dans l'informatique. Donc, c'est-à-dire que sur Le Hibou, on va retrouver uniquement des clients et des missions qui vont tourner autour des expertises IT. Donc aujourd'hui, on intervient uniquement sur l'informatique et on met en relation donc les meilleurs freelances du marché avec les recherches de nos clients. Pour vous donner quelques chiffres rapidement, donc nous on a un peu plus de 5 ans d'existence maintenant. On fait à peu près 100% de croissance chaque année. Là, on a eu tout récemment et on n'est pas peu fiers deux classements qui nous ont mis en avant. Donc les Échos sur lesquels on ressort en étant troisième de France en champion de la croissance en 2020 et le Financial Times où on ressort 42e en Europe. Donc voilà pour vous donner un petit peu la stabilité en tout cas de l'entreprise et on est vraiment sur un marché en tout cas qui fonctionne. On a un peu plus de 40 000 freelances experts informatiques qui sont donc présents sur notre plateforme et l'objectif à la fin de l'année 2021 c'est d'avoir 5 bureaux physiques ouverts en France.
Donc, c'est un petit peu ce qui nous différencie, c'est qu'on veut vraiment avoir cette proximité qui, pour nous, est important. Donc, on est une plateforme digitale, certes, mais on a des bureaux physiques pour l'instant à Bordeaux et à Toulouse. On a Nantes et Lyon qui arrivent. Et surtout, on organise des événements régionaux et on fait vivre notre communauté de freelance parce qu'on sait qu'en tant que freelance, et on va en parler tout à l'heure avec Damien, c'est parfois ce qui peut être un petit peu compliqué. Voilà, la deuxième partie, c'est plutôt la visibilité. Donc, grâce à la plateforme, vous êtes votre profil en étant inscrit, vous êtes visible auprès de nos clients. Nos clients aujourd'hui, c'est qui? C'est les grands comptes, donc du CAC 40. C'est les ETI, des startups, des PME. Ça peut être la French Tech. Donc voilà, on a aujourd'hui tout un panel de clients qui peuvent venir voir votre profil et qui vous permet d'avoir de la visibilité et de trouver donc des missions sur l'ensemble du territoire français. Voilà. Pour présenter en quelques mots, j'espère que c'est clair. Dans tous les cas, on aura l'occasion de revenir sur certains points au fur et à mesure. Et ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on échange avec Damien, puisqu'on est tous là pour ça. Damien, t'es prêt de ton côté? C'est bon, je suis dans les starting blocks. Super. Du coup, donc Damien, peut-être pour laisser l'ensemble des personnes qui nous écoutent aujourd'hui, je te propose de parler un petit peu de ton histoire, voilà, de ton parcours et de tes expertises dans les grandes lignes. Oui. Ah, Ah, alors, Samy, t'es en mute et Damien, on t'entend plus. Ça y est, on vient de te non, ça récupérer. y est. Ouais, tu vois, j'étais parti, c'est revenu. C'est bon. C'est bon, tout va bien. Tout va bien. Donc, pour faire un petit départ sur mon parcours, donc effectivement, donc moi je suis freelance depuis 4 ans maintenant. C'est ma cinquième année même en ce moment, parce que ça a démarré le 7 janvier. Et avant le parcours de freelance, j'ai fait un petit peu, je pense, comme ceux qui se posent la question aujourd'hui d'aller en freelance ou pas, mais je suis passé par des ESN, donc pas mal de ESN dans le marché, aussi bien des petites que des grosses. Ça m'a permis de voir un petit peu les avantages, inconvénients de chacun. Et moi, j'ai démarré sur la partie surtout décisionnelle. Voilà. Donc, j'ai commencé par Capgemini en sortant des études d'un master 2 en ingénierie informatique, donc vraiment généraliste, en basculant sur le décisionnel directement. C'est quelque chose qui m'a énormément plu, le fait que le décisionnel, justement, on a beaucoup de relations avec le client et c'est des choses que j'affectionne énormément. Et donc, je me suis orienté depuis sur ces parties-là décisionnelles, en migrant après par des petites ESN locales, en redéplaçant après sur des grosses ESN comme du Sopra Conseil, etc. Et puis à un moment donné, j'ai eu envie justement de franchir le cap et de me mettre un petit peu à mon compte. Je pense qu'on en parlera un petit peu plus en détail. Là, j'essaye de rester simpliciste sur ma présentation. Et voilà, et donc ça fait ma cinquième année aujourd'hui, comme je disais, que je suis en indépendant et bien content de l'être. Super. Bon, très clair, effectivement, on va y revenir par la suite. Mais du coup, aujourd'hui, sur tes expertises, on va dire, en tant que freelance, que ce soit sur la partie décisionnelle ou un petit peu plus générale, quelles sont-elles? Aujourd'hui, je fais surtout voilà, du décisionnel, mais beaucoup orienté maintenant par rapport à mon expérience sur de l'urbanisme. Donc, du coup, Hmm. j'essaie d'accompagner pas mal de clients aussi qui veulent un petit peu plus évoluer et tous les outils qui peuvent se tourner autour du décisionnel sur le traitement de la donnée à proprement parler. Donc, tout ce qui va être justement les ETL pour intégrer les données, etc. Et toute la partie maintenant temps réel, qu'on parle beaucoup avec ces fameuses ESB que peut-être de gens ont entendu parler, qu'on détaillera peut-être un petit peu plus après. Hmm. Mais voilà, toute cette synchronisation temps réel avec toute l'arrivée, etc., de tout ce qu'il y a. Moi, je ne suis pas trop encore orienté sur les data lakes ou ce genre de choses. J'en fais un petit peu, mais je me suis plus orienté sur la partie urbanisme, DevOps, donc tout ce qui tourne autour de l'architecture décisionnelle, puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et je commence justement à avoir quelques missions sur du data lake, ou en tout cas de les accompagner pour charger du Hmm. data lake. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses dans le décisionnel. On ne peut pas tout croiser non plus. Ouais, c'est J'ai large. déjà pas mal, ouais, c'est très très large. C'est pas toujours évident de se former, d'avoir le temps de se former, et encore moins en freelance. C'est des choses, des fois, c'est vrai que voilà, on en parlera sur les petits inconvénients du freelance, mais ça en fait aussi un Exactement. petit peu partie sur les formations. C'est pas toujours Hmm. facile. Donc voilà, donc du coup, toutes ces parties-là, j'essaye de les développer, mais ça met un peu plus de temps quand on a son compte que quand on a des gros groupes qui nous portent derrière et qui peuvent nous aider justement à nous auto-former ou Hmm. à nous payer des formations là-dessus. Donc voilà, et après au niveau des clients, c'est un petit peu de tout. Aujourd'hui sur le bassin bordelais,
Bordelais, hein, donc pas mal de retail effectivement dans l'e-commerce, commerce, etc. Hein, tout ce qui touche à la Ouais, donnée, hein, pas mal sur ce côté-là, mais pas mal forcément. aussi de fonctions publiques avec l'École nationale de la magistrature, par exemple sur Bordeaux, ou la Nouvelle-Aquitaine, ou ce genre de choses, pour essayer un Mm. petit peu de diversifier ce genre de tour. Voilà. On a beaucoup de retail quand même sur le secteur bordelais, donc du coup, c'est pas mal de retail aujourd'hui que je fais au niveau des clients et de la mise en Mm. place des différents projets. Ok, super. Bon, très clair. Je pense qu'il y a un point qui est important et en tout cas, moi, qui ressort souvent dans les échanges que j'ai avec les personnes qui souhaitent se lancer finalement en freelance. Et c'est toujours ce point-là, le début du lancement qui est souvent un gros credo. Alors, toi, peut-être, pourquoi est-ce que tu t'es lancé en freelance? Est-ce qu'il y a eu un déclic? Comment ça s'est fait de ton côté? Alors oui, il y a eu un déclic parce que moi, si on remontait il y a quelques années, on m'avait déjà dit, mais pourquoi tu n'es pas en freelance, etc., avec tes compétences, et j'avais peur du fait de déjà d'être novice, hein, de se Hmm. lancer en freelance, c'est quelque chose voilà, qui fait peur. Hein. Aujourd'hui, j'ai une famille, donc j'ai des gens à nourrir. Hein. Donc du coup, se lancer en freelance, on sait que derrière, on n'est plus le groupe qui est apporté, etc. Et si on a un intercontrat, qu'on n'a pas de travail, qu'est-ce qu'on fait? Donc tout ça, ça m'avait fait un petit peu peur à l'époque et j'avais dit, oh là là, jamais je me lancerai en freelance, etc. Et en fait, il y a 5 ans, je me suis lancé en freelance. Qu'est-ce qui a fait que j'ai basculé sur le freelance? Plusieurs choses. La chose principale, c'est que j'arrivais pas à trouver ma place dans une ESN par rapport à ce que j'avais envie moi d'apporter et les valeurs que je portais. On n'arrive jamais à tomber d'accord avec les directeurs d'agence, même en étant sur une petite ESN après à la fin, j'avais du mal justement à faire porter les valeurs et ce en quoi je croyais. Et moi qui était Hmm. justement le temps réel, c'était ça que je voulais prôner et avancer. Et comme j'étais un petit peu freiné dans mes différentes expériences passées, j'ai dit, bon, je pense que c'est le temps de me lancer à mon compte, de dire maintenant, voilà, je crois en ces technologies-là, je sais qu'elles ont le vent en poupe et que ça va émerger sur les futurs. Et donc, mon but, c'est maintenant, je me mets à mon compte pour vraiment me lancer là-dedans parce que j'y crois et je franchis le cap et j'y vais. Après, c'est toujours une inconnue, hein. C'est compliqué à franchir le cap. Il faut y aller, faut effectivement se lancer. Hein. Je crois que le plus dur, il est là, c'est le fait de dire, ça y est, j'ai décidé de me lancer en freelance et j'y vais et j'avance. Et c'est vrai que les débuts sont un petit peu chaotiques, hein, surtout bienvenue dans l'administration française. Là-dessus, c'est pas toujours évident. Bon, même Et si j'en maintenant, ai beaucoup essuyé les on peut plâtres. se faire accompagner plus facilement, je pense qu'il y a 5 ans aussi. C'est ça, non, non, mais bon, Ouais, je suis quand même fait accompagner, aider, etc. Mais c'est vrai mm, que c'est jamais évident. On a quand même beaucoup de choses tout à qui sont un fait. peu compliquées à mettre Mm. en œuvre au départ. Mais effectivement, voilà, c'est ça qui m'a permis de franchir le cap. L'autre chose aussi qui m'a fait franchir le cap, c'est le fait d'avoir déjà aussi des retours commerciaux, d'avoir du Mm. monde, savoir que j'allais pas me lancer comme ça dans l'inconnu. Le fait d'être depuis déjà 10 ans dans le domaine bordelais, en tout cas avec des clients qui me connaissaient, je savais que derrière, j'avais déjà des missions qui étaient plus ou moins signées, le fait de mettre en freelance. Ouais. Et j'ai bien fait esprit de continuer avec les personnes avec lesquelles je travaillais, justement, qui m'ont apporté des affaires. Donc, au début, je me suis lancé, mais j'étais beaucoup en portage salarial, donc beaucoup en sous-traitance par des ESN, dont les ESN que j'avais quittés, etc., en bon terme. Et puis, plus ça allait, plus mon réseau après s'est étoffé pour justement pouvoir commencer à adresser un petit peu plus en direct certains clients. Bien sûr. Ok. Donc finalement, ça a été, si on devait reprendre un peu ton point, ça a été la volonté de pouvoir décider là où toi tu voulais mettre ton énergie par rapport aux technos et par rapport aux environnements auxquels tu croyais le plus. Donc finalement, Exactement. cette indépendance que tu pouvais retrouver grâce au freelance. Et deux, tu as fait un début de transition qui est l'importance d'avoir entretenu un réseau, d'avoir euh, réalisé des missions avec différentes typologies de clients pour comprendre leurs enjeux, d'avoir élevé ses clients pour rester en contact avec eux, pour derrière pouvoir avoir assez de matière finalement et assez de crédibilité et assez de retour d'expérience pour te lancer en indépendant. C'est ça. Ok, super. Bon, hyper intéressant. T'en parlais aussi tout à l'heure, ça me fait une bonne transition sur les typologies de clients que tu accompagnes. Donc aujourd'hui, peut-être pour ceux qui ont pris le webinaire en cours de route, tu travailles beaucoup sur la région Nouvelle-Aquitaine, voire quasiment que sur la région Nouvelle-Aquitaine, si je me trompe pas. Oui, Et complètement, oui. tu parlais donc beaucoup de clients dans le retail. Euh, enfin, voilà, est-ce qu'il y a d'autres typologies de clients aujourd'hui que tu as l'habitude d'accompagner? Quelles sont la taille aussi des clients que tu accompagnes aujourd'hui?
Alors moi, j'accompagne n'importe quelle société. J'aurais tendance à dire plutôt sur des PME que sur des PMI, pour la simple et bonne raison que les PMI aujourd'hui franchissent pas encore le cap de prendre des freelance en direct. Ils préfèrent passer par Mm. des grosses ESN pour avoir une maturité et un nombre d'employés assez certain. Et ces grosses ESN-là, nous, de passer en freelance sur ces ESN-là, ça les intéresse pas trop. Ils ont gagnent pas assez d'argent ou assez de marge, donc ils préfèrent utiliser directement. Puis ils ont un gros, surtout panel d'employés, donc pour eux c'est plus simple. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a plutôt tendance à axer le marché des PME en tant que freelance parce que justement, ils sont assez novices, ils ont besoin d'être accompagnés et les freelances les aident énormément sur ce genre de choses. Mais ça commence à changer quand même avec l'arrivée du Covid et l'explosion un peu du télétravail qu'on a eu là depuis une grosse année. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu disais, j'axe beaucoup le marché bordelais. Oui, parce que c'était aussi un autre point le fait d'être mis en freelance, c'est que j'en avais marre de me déplacer dans toute la France. Mm. Donc, c'était aussi un point où les ESN nous envoyaient un peu à gauche, à droite. Donc, voilà, un troisième point aussi, pareil, qui m'a fait mettre en freelance, c'était de pouvoir un peu choisir mes clients locaux. Mais voilà, avec l'arrivée du Covid, le télétravail qui s'est mis en œuvre, on a de plus en plus de grosses sociétés et de sociétés un peu partout en France qui viennent maintenant chercher aussi les indépendants dans la province. Voilà, pour plusieurs raisons. Déjà, une question de tarif. C'est vrai que dans la province, on est un petit peu moins cher que les salaires parisiens et que maintenant, avec l'ouverture du télétravail et le fait de pouvoir travailler depuis chez soi et qu'ils ont vu que ça marchait, bah, Bien du sûr. coup, je commence à travailler pour des clients un peu plus divers et variés, donc un petit peu sur Angoulême, dans le secteur bancaire Ouais. ou dans le secteur du transport aussi dans le Doubs, donc tu vois, complètement en haut à droite, hein, du côté du Jura. Donc ça change Ouais. un petit peu et un petit peu Marseille aussi derrière. Donc voilà, donc ça bouge pas mal sur ces secteurs-là où je commence du coup depuis chez moi à pouvoir travailler maintenant un petit peu plus sur l'extérieur. Et ça, c'est vraiment l'arrivée du Covid et du télétravail qui permet ça. Donc du coup, bah, ça nous permet d'avoir encore plus de clients et moins de surprises en tant que freelance aujourd'hui. Donc ça rassure, tant mieux. S'il y en a qui se Ouais. posaient la question que ça pouvait faire peur, oui, mais au contraire, ça rassure un petit peu avec l'explosion du télétravail. Et Mm. après, je suis pas mal diversifié aussi sur la formation. Voilà, j'ai été professeur dans des écoles pendant 4 ans, dans une école d'ingé sur Bordeaux. Et donc, du coup, j'aime bien l'aspect formation, etc. Et donc, je suis pas mal en partenariat aussi avec des sociétés de formation qui sont locales et nationales et qui me permettent aussi, comme ça, de pouvoir donner de temps en temps des formations et combler un petit peu mes trous à gauche, à droite pour diversifier un petit peu mon panel et pas être que sur des petits PME, PMI. Et ça Mm. fait un gros avantage aussi derrière, c'est que bah, ça fait du commerce, hein, parce que bah, le fait de donner des formations dans des structures comme ça, derrière, ça m'a permis de gagner certaines missions, hein, pour pas parler de Bordeaux Métropole, justement, où j'ai donné des formations chez eux et j'ai pu du coup les accompagner derrière à mettre en œuvre toute une architecture et les aider à créer des cahiers des charges sur, justement tout autour du temps réel. Et donc Mm. ça, c'est grâce à la formation que ça m'a donné ce genre de support et d'avancée, quoi. Bien Voilà, sûr. donc Encore une fois, la vision est toujours. la force du réseau et l'entretien de positionner et de bien réaliser ses missions pour derrière, sur une vision plus moyen-long terme qui va finalement te faire découler sur potentiellement d'autres opportunités. Il y a une question intéressante de Lolita qui demande comment est-ce que tu as trouvé ta première formation? Tu t'en souviens? Oui, alors, oui, oui. Alors, je m'en souviens. Mes premières formations, déjà, je les ai fait quand j'étais côté ESN. Mm. Dans les ESN, on vendait des formations, etc. Ouais. Mais ma première formation en tant que freelance, en fait, j'ai passé directement. J'ai contacté, j'ai pris ma casquette de commercial, hein, parce que quand on est freelance, on a plusieurs casquettes. Et dans une Bien casquette qu'il sûr. faut avoir à tout prix, c'est la casquette commerciale, puisqu'on est tout seul. Hein, on n'a plus le commercial d'une Mm. ESN pour le faire pour nous. Donc, j'ai effectivement pris ma casquette de commercial. J'ai été taper à la porte des ESN que je connaissais des centres de formation que je connaissais Ouais. et je leur ai dit que voilà, j'étais disponible pour donner de la formation dans tel et tel secteur. Et c'est directement eux qui sont venus vers moi hein, nativement, qui m'ont dit voilà, on a des opportunités de formation justement pour tel et tel secteur. Est-ce que ça t'intéresse dans ces domaines-là, etc. Il y en a certaines que j'ai refusées, il y en a d'autres que j'ai effectivement acceptées, puis il y en a, il fallait se déplacer, il fallait aller à Paris, etc. Donner de la formation, c'était quelque chose pour moi que j'avais pas envie de faire. Voilà, mais aujourd'hui, c'est comme ça que ma première formation a démarré en fait, sur le fait de me dire ben voilà, j'ai telle et telle chose, mais c'est pas venu comme ça tout seul. Il a quand même fallu que j'y aille dessus, mais ça a été des choses qui ont Mm. été rapides. Hein. Ça a été aller 1 heure d'entretien entre midi et deux avec ces secteurs-là. Et aujourd'hui, quand on tape sur Internet un petit peu les centres de formation, il y en a un petit peu partout. Même si j'en connaissais aussi par des gens qui avaient déjà donné des formations. Hein. Voilà, comme je vous ai dit, je me suis pas lancé en tant que freelance au bout d'1 an d'activité. Ça faisait déjà 12 ans que j'avais fait pas mal de SN. Et donc, du coup, on croise les gens qu'on a en face de nous, les formations qu'on a, les organismes de formation qu'on
qu'on a aussi en face de nous. Et donc, j'avais déjà quelques petits contacts aussi commerciaux à l'époque sur des organismes de formation. Et j'ai juste après été pousser la porte pour leur dire, ben voilà, maintenant je suis à mon compte, je peux vous accompagner sur la formation, est-ce que ça vous intéresse? Et voilà. Et après, ça a ouvert les Exactement. portes comme ça directement. Il y a un point que tu as soulevé qui est extrêmement important, où tu as dit, voilà, j'avais déjà 12 ans derrière moi d'expérience, d'expertise, de formation donnée, de crédibilité sur le marché. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une question qui revient souvent, c'est quand on se lance en freelance, il y a souvent ce syndrome de l'imposteur qui, forcément, puisqu'on change de statut, on passe indépendant, on n'a plus cette protection aussi autour de nous et cet accompagnement structurel qui peut être mis en place. C'est quelque chose qu'il faut pas oublier. Lorsqu'on se lance en tant que freelance, on se doit de délivrer et finalement d'avoir cette expertise sur un sujet, sur un domaine ou dans un secteur qui nous permettent d'avoir cette crédibilité pour devenir indépendant. Et tu parlais tout à l'heure de ce déclic. De se lancer justement en tant qu'indépendant. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui se lancent, mais je pense que c'est important de garder en tête quand même qu'il faut avoir cette expertise ou en tout cas avoir assez de maturité pour être capable de devenir indépendant et de se lancer dans le grand bain, entre guillemets. Ma question là, c'est plutôt, toi, par rapport à tes 5 ans de freelance aujourd'hui, est-ce que tu as vu des évolutions justement du marché du freelancing aujourd'hui, que ce soit d'un point de vue général ou sur la Nouvelle-Aquitaine, par exemple? Oui, oui, on le remarque énormément aujourd'hui. Il y a de plus en plus de jeunes et de personnes. C'est vrai que le freelance à l'époque, c'était plus des gens qui avaient au moins une bonne dizaine d'années d'expérience et qui avaient du coup un gros contact à portée de main qui se lançaient dans le freelance parce que ça avait Mm. derrière, ils avaient beaucoup d'atouts commerciaux qui avançaient. Mais on voit de plus en plus quand même aujourd'hui que c'est même des jeunes de 3, 4 ans d'expérience Mm. qui se lancent directement en tant que freelance. On voit quand même une grosse évolution dans le marché. On voit qu'il y a beaucoup de sociétés qui se montent, comme le Hibou ou comme d'autres, et qui travaillent de plus en plus justement aussi aujourd'hui avec des freelances, avec des personnes qui se lancent directement à son compte. Je pense que l'ESN, c'est très très bien, c'est un très bon tremplin. Moi, je le vois un peu comme une boîte d'intérim aujourd'hui, une façon de vouloir se lancer sur la suite ou de trouver une société dans laquelle on veut se poser. Et le freelance apporte justement une souplesse sur ce genre de choses. Moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne me vois pas du tout me poser chez un client parce que j'ai une soif d'apprendre, une soif d'évolution, une soif de voir beaucoup, beaucoup de personnes et de challenge pour moi aussi personnel, qui fait que j'ai pas du tout envie de me poser dans une société et que le SN aujourd'hui me correspond plus par rapport aux valeurs qu'elle porte, ou en tout cas, même au niveau salarial, il y a des choses qui ne me correspondaient plus, on n'évolue pas de la même façon qu'on a envie. Le freelance, du coup, permet de passer ça. Et quand on a une bonne maturité, une bonne expérience, je pense que c'est assez simple à se vendre. Et on voit aujourd'hui de plus en plus de SN qui viennent chercher les freelances directement sur l'expertise. Et aujourd'hui, moi, je le vois depuis que je me suis lancé, il y a beaucoup moins d'a priori que les PME avaient ou les PMI sur le Mm. fait de dire, oh là, je prends un freelance, comment je vais me retrouver demain, où est-ce que je vais être, parce que la personne, on ne sait pas trop qui c'est. Et au contraire, aujourd'hui, je vois même les ESN qui viennent me chercher sur des projets d'expertise en disant, mais on passe avec notre panel de personnes, par contre, on va à tout prix avoir un freelance pour avoir un œil extérieur parce que les PME sont rassurés ou les PMI commencent à Ouais. être rassurés de dire, attends, ils ont une personne aussi qui est en dehors de ça, qui est un freelance, qui voit pas mal de choses, qui a été Un un peu degré partout. d'objectivité aussi. Exactement, Ouais. voilà, et qui n'est pas du coup une personne de leur société qui vont être formatées comme la SN a voulu pour à tout Mm. prix gagner de l'argent ou ce genre de choses. Et du coup, ça commence on voit que les sociétés sont de plus en plus rassurées d'avoir justement des expertises ou des freelance experts qui viennent justement accompagner sur des gros projets avec des ESN Mm. d'envergure. Donc là, il y a vraiment une vraie évolution qui arrive là depuis 2, 3 ans. Et alors, en plus, avec le Covid et l'arrivée du télétravail, ça se voit encore plus. Comme je disais tout à l'heure, Ouais. vu que maintenant, on a carrément les bassins parisiens qui viennent chercher en province les freelances qui ont vu que le télétravail marchait et Mm. qui se disent maintenant, attends, après tout, il y a de l'expertise pas qu'à Paris. Donc, allons la chercher aussi en province et ça va nous apporter encore plus de choses, quoi. Donc, Exactement. moi, je Ouais. vois voilà, une vraie évolution là-dessus et on le voit sur les différentes sociétés ESN qui se lancent maintenant et qui font quasiment même que du portage de Mm. freelance de plus en plus. Donc, ça prouve bien que le marché du freelance avance et pas que dans l'informatique. Là où on le voit aussi énormément évoluer, c'est qu'il n'y a pas que l'informatique aujourd'hui où il y a du freelance. Moi, je vois de plus en plus d'amis architectes qui étaient un des précurseurs quand même Mm. de gens qui étaient Ouais. beaucoup à leur compte. Et maintenant, sur la comptabilité, ce genre de choses, on a de plus en plus de gens qui se lancent aussi à leur compte Ouais, c'est vrai. et qui font du courtage beaucoup maintenant, ce genre de choses. Mais le freelance arrive vraiment partout.
on sent vraiment une évolution en France sur le fait que maintenant les gens vont vendre en fait leur savoir-faire. Et donc, il va y avoir de plus en plus, j'ai l'impression, de freelance dans différents savoir-faire pour vendre son expertise, quoi. Exactement. Ok, bon bah écoute, très clair en tout cas sur tes débuts en freelance et je pense que ça a apporté pas mal de valeur. C'est vrai qu'il y a une vraie acculturation aujourd'hui sur le marché du freelancing et nous aussi on le voit avec l'ensemble des échanges que l'on peut avoir avec nos clients, quelle que soit leur taille, hein, où auparavant il y avait une vraie peur de par la non-connaissance finalement du marché du freelance. Alors nous, on va parler du marché de l'informatique puisque c'est celui qu'on connaît et on n'intervient pas sur les autres. Mais en tout cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de PME, de TPE, de TI qui font appel aux freelance pour les raisons que tu as évoquées, pour avoir un œil externe, pour avoir un expert sur un sujet qui va pouvoir intervenir, pour avoir de la flexibilité aussi de cette intervention. Euh, il y a aussi la possibilité voilà, d'intervenir sur différentes missions en parallèle. On en parlera juste après d'ailleurs dans la gestion de ton activité pour essayer d'apporter un peu plus de valeur. Super. Écoute, merci beaucoup en tout cas pour tes débuts en freelance, c'était très clair. Alors, on a remis un petit slide sur le hibou. J'ai vu qu'il y avait pas mal de questions qui sont passées dans le chat. Peut-être pour ceux qui sont arrivés en cours de route, on va rappeler en 3 points on a ressorti les 3 points en tout cas qui nous paraissaient être les plus. Ouais, notamment au regard de la différence qu'on peut avoir avec d'autres plateformes peut-être un peu plus généralistes. Donc, je pense que c'est bien de faire un rappel, effectivement. Exactement, merci Samy. Donc déjà, on a des missions aujourd'hui qui sont partout en France. Tu en as parlé aussi tout à l'heure, Damien. On a des bureaux, donc on est la seule plateforme aujourd'hui à avoir des bureaux physiques en région. On a des bureaux à Bordeaux, à Toulouse, on est en train d'ouvrir ceux à Nantes, à Lyon, et on va certainement ouvrir d'autres bureaux dans d'autres villes courant 2022. On vous tiendra bien sûr informé. Mais voilà, on a en tout cas cette volonté d'aller développer l'ensemble de nos missions sur l'ensemble du territoire. Et ça, on est persuadé que ça doit passer par une présence physique pour une compréhension des enjeux locaux et pour une compréhension de nos freelances locaux. Ensuite, on n'a pas de frais de service. Donc, pour le coup, l'ensemble de nos frais de service sont impactés côté client, en toute transparence, bien sûr. Mais nous, sur les freelances avec qui on travaille, donc le TJM sur lequel on se met d'accord, c'est celui qui vous revient automatiquement. Et donc, l'ensemble de l'inscription, de la visibilité et de nos services sont gratuits pour tous ceux qui s'inscrivent, tous les freelances qui vont s'inscrire sur le hibou. Et une précision importante aussi sur nos missions, c'est vrai que l'acculturation au freelancing est assez récent, on en parlait à l'instant, Damien. Nous, on est plutôt sur des missions de longue durée. En moyenne aujourd'hui, et depuis la création du hibou il y a un peu plus de 5 ans, nos missions elles durent en moyenne 16 mois. Donc on est vraiment sur des missions à forte valeur ajoutée où nos clients vont avoir besoin de freelances qui vont s'inscrire dans la durée. Donc voilà, on fait assez peu de missions très courtes. On fait un petit peu de missions conseils très ponctuelles avec de l'audit ou de l'accompagnement, par exemple, au choix de solutions applicatives, ce genre de choses, bien sûr. Mais la majorité du temps, on est quand même sur des missions de longue durée en temps plein. Voilà pour le petit encart pour ceux qui sont arrivés en cours de route. Ce que je vous propose, c'est qu'on continue avec Damien, avec un sujet qui va très certainement vous intéresser, qui est comment est-ce que tu gères ton activité au quotidien. Voilà, comment tu la gères au quotidien, ton activité? Si tu devais nous décrire je sais pas, ta semaine type, tes problématiques, ta gestion, qu'est-ce que tu as mis en place après 5 ans? Après 5 ans, moi j'utilise beaucoup d'outils cloud, hein. Je suis sur Gmail professionnel aujourd'hui, enfin depuis le début même, j'ai pris Gmail Pro pour gérer un peu toute mon activité, tout ce qui est suivi, planning, agenda, et puis après toute la sécurité du Drive qu'il y a autour, partage avec mes clients, etc. On a toutes les notions de Meet, etc. avec cet outil, donc ça me permet de bien suivre et de bien gérer mon planning. Et après, je fais pas mal de fichiers Excel, hein, l'outil un peu reporting numéro un, donc voilà, pour pouvoir faire mes projections, savoir où est-ce que je vais aller, sur mon année, comment elle va se faire, avoir mes suivis de mes différentes années, etc. Et après, j'ai des petits outils pour le facturation. Voilà, moi, j'utilise un outil freeware qui s'appelle Dolibar, qui est hébergé sur un petit site que j'ai et qui me permet justement de saisir mes clients, mes prospects, toute ma partie facturation, etc. Derrière, et qui me permet comme ça d'avoir un suivi
suivi sur mes factures en attente, en paiement, en recours, de pouvoir lancer comme ça mes clients, etc. Parce que c'est vrai que voilà, c'est des choses, quand on se lance à son compte, c'est une grosse question qu'on se pose. Comment on va gérer tout ça? Comment on va faire? J'ai vu dans des questions, il y en a beaucoup, donc j'essaie en même temps de répondre en même temps sur la facturation, sur tout genre de choses, comment on se lance. Moi, c'est vrai que j'ai pris le parti pris de me lancer à mon compte sans passer par une société de portage. Voilà, c'est un risque à prendre parce que effectivement, il faut mettre des outils en place, il faut avoir un petit peu tout ça en place. Ce qui m'a aidé, c'est que mon père s'était lancé à son compte il y a une grosse dizaine d'années maintenant et que je l'ai aidé à mettre des outils en place, en œuvre, etc. Donc du coup, j'étais pas non plus dans l'inconnu là-dessus et ça m'a permis d'avancer un peu plus facilement pour savoir que ces outils-là allaient me permettre de pouvoir gérer telle ou telle chose de manière assez simple. Et après, je me fais accompagner d'un comptable parce que chacun son métier. Certes, ça me coûte un petit peu, mais les sociétés d'affacturage ou les sociétés justement de portage salarial vont effectivement apporter toute cette partie comptabilité, mise en œuvre, etc. Moi, je ne suis pas comptable, il y a beaucoup de choses à faire, la déclaration de la TVA, etc. Parce que je suis en SARL, donc en travailleur non salarié. Et donc, du coup, derrière, j'ai la TVA, etc. qu'on récupère, qu'il faut déclarer tous les mois, il faut faire un bilan comptable, il faut écrire tous les actifs, les passifs, etc. Ce sont des choses qui étaient inconnues. Alors, j'y étais parce que j'aime bien savoir ce que je déclare et ce que mon comptable fait. Donc, je pose beaucoup de questions et là-dessus, on a un bon accompagnement. Et c'est vrai que les sociétés de comptabilité, nous aident énormément. Moi, en tout cas, la mienne m'a énormément aidé. Je prends en plus en local là où j'habite. Tu passes avec qui, si c'est pas indiscret, Damien? Moi, c'est le cabinet Fuster. Donc, c'est un cabinet qui est local, qui est sur Bordeaux et à 3 entités, dont la ville dans laquelle j'habite à Le Barp. Et donc, du coup, ça me permet de faire travailler les locaux. Et puis de deux, on a une bonne entente, une bonne écoute. Et c'est vrai qu'à chaque fois, j'ai des questions que je me suis posées sur certaines choses. Voilà, mes véhicules de société, ce genre de choses. Comment je peux faire ci, comment je peux faire ça, les primes, les machins, tout genre de choses. Mais voilà, les comptables nous accompagnent énormément là-dessus et nous aident à mettre un bilan et faire quelque chose d'assez simple. Après, on n'a pas non plus 50 millions de choses, hein, j'aurais tendance à dire, même si j'ai beaucoup de clients aujourd'hui au sein de mon activité quotidienne, j'aime bien diversifier mon panel de clients pour plusieurs raisons. La première raison principale, c'est si demain j'ai un client qui me lâche, c'est bien d'avoir un autre client sur lequel je sais que je pourrais m'appuyer et au moins pas me retrouver à avoir zéro à la fin du mois parce que j'ai plus du tout de clients. Donc c'est vrai que j'essaye souvent de faire du 2, 3, 5e ou du 1 tiers, 2 tiers de temps, une semaine chez un client, 2 semaines chez un autre, etc., etc. Ça me permet d'avoir plusieurs clients. La seule difficulté qu'il y a à ça, c'est de bien suivre son planning, bien suivre son agenda et bien surtout moi, ce que j'ai essuyé un peu les plâtres au début, hein, quand on est un peu novice, ce genre de choses, on se fait rater 2, 3 fois. Et 2, 3 fois, quand on a plusieurs clients comme ça, en fait, on a voulu donner la priorité à l'un, puis l'autre ne comprend pas. Donc, du coup, on fait un peu des incompréhensions. Maintenant, je suis clair et je vous cale sur table avec mes clients dès le départ en leur disant, moi, voilà, j'ai plusieurs clients, c'est mon but, j'aime travailler avec plusieurs clients en même temps pour justement me diversifier. Et vous, ça vous apporte du plus parce que le fait d'être chez d'autres clients, d'amener d'autres choses, ça me permet, moi, d'avoir de plus grosses visions globales. Exactement. Et donc, de porter chez ce qui va chez certains, chez d'autres, etc., ou d'éviter les erreurs. Et derrière, il faut juste bien suivre ça dans vos agendas et vos facturations, quoi. Voilà. C'est pour ça que du coup, j'ai un petit logiciel de facturation sur lequel je mets en œuvre pour après gérer derrière. Et ma société de comptabilité, après, elle gère la TVA et mes notes de frais et tout ce qu'il y a derrière. On a mis des choses en place sur le télétravail maintenant. Voilà, tout est synchronisé dans le Drive. Je scanne mes notes de frais, les comptables les reçoit tout seul. Elle fait sa déclaration tous les mois et terminé. Moi, je suis juste d'un œil quand même parce que c'est mes comptes. Et puis voilà. Après, là où j'ai déjà eu des petites difficultés sur mon quotidien, sur la facturation, c'est vrai que quand on passe en direct, qu'on passe pas par des sociétés de services ou par une société de portage, on peut avoir des petites surprises sur le paiement. Hein. Ça m'est déjà arrivé d'être obligé de relancer des clients, de ne pas être payé pendant 2, 3 mois. Et quand on a son compte, c'est vrai que c'est quelque chose qui fait un petit peu peur. Donc, le seul conseil que je peux donner aux gens, c'est quand on est à son compte, c'est vrai qu'on a tendance à voir l'argent qui rentre assez facilement sur les facturations sur nos comptes. C'est quelque chose qu'il faut quand même garder avec relativité et se dire qu'il faut à tout prix garder un fonds de roulement, un fonds de commerce. Et moi, je sais que je me verse toujours les mêmes salaires tous les mois, même si je pourrais peut-être me verser plus, etc. Mais ça me permet de voir venir et j'essaye toujours de garder au moins 2 mois de trésorerie pour les petits soucis, si jamais il y a des problèmes, ce genre de choses. Hein. C'est ça. Toujours avoir un filet de sécurité.
C'est ça, toujours avoir un petit filet de sécurité, pas se dire, oh là là, j'ai 20 000 euros sur mon compte, donc c'est bon, ce mois-ci, je vais me payer 6 000, je vais me gaver, me payer 10 000, et puis le mois d'après, on va arriver, puis il y a toujours des surprises, surtout au début du lancement, avec un petit peu tout, l'URSSAF qui va revenir à l'appel, sur tout un tas de choses que vous devez pas, tant qu'on n'est pas lancé au début, c'est pas encore rodé, et il se base sur les 3 dernières années d'activité, ou même les 2 dernières années, donc là, je remercie mon comptable d'ailleurs de m'a bien avoir aidé là-dessus, et de faire attention sur ce genre de choses, mais voilà, c'est vrai que voilà, en temps à son compte, on a cet aspect d'argent qu'on n'a pas forcément quand on est par une ESN, puisqu'on a notre salaire qui tombe tous les mois. Et il faut bien faire attention à ça, bien relativiser, pas se verser des salaires mirobolants, bien se dire, allez, à la limite, je touchais 2 ou 3 000 euros par mois, je vais me verser la même chose. Et puis, s'il me reste à la fin de l'année, dans ces cas-là, je me ferai une prime ou ce genre de choses et j'avancerai après là-dessus. Et au fur et à mesure, après de l'évolution de sa société, on peut voir si le salaire correspond, si on peut faire d'autres choses derrière. Voilà. Mais mon quotidien, il est là. Je le gère en faisant ma partie commerce. Après, j'ai quelques clients qui sont toujours récurrents, les parties formation. Et moi, je dis toujours à mes clients, je vous préviens toujours 15 jours à l'avance au minimum. Voilà. Ouais, ok. Pour garder c'est la règle que je me donne, 15 jours à sûr. l'avance, de leur dire attention, la semaine prochaine, je donne une formation, enfin pendant 2 semaines ou dans 3 semaines, je donne une formation, qu'ils soient au courant, qu'il n'y ait pas de problématique après là-dessus. Et, voilà. Bien jouer carte sur table, bien leur dire de toute façon, ça soit pour vous, ça les rassure à eux de dire qu'ils sont prévenus tous les 15 jours et ça rassure aussi les autres clients. Voilà. Bien sûr. De se dire je vous le fais pour vous, mais je le fais pour tout le monde. Du coup, je vous décommanderai pas la dernière minute, je me suis engagé avec vous sur 30 jours ou telle chose, ou tel genre de choses et on avance après comme ça dessus. Quoi. Ouais. Un petit, très rapidement, je me permets de rentrer dans la conversation parce que tu as évoqué justement ce fait de se payer tous les mois la même chose, Damien. Est-ce que tu as comme ça des petits hacks, des petites méthodes, des petites bonnes pratiques comme ça que tu as à recommander aux freelances qui assistent à ce webinaire des petites choses qui peuvent paraître toutes bêtes, mais qui en fait t'ont été bien utiles dans ton organisation perso, dans ton activité au quotidien. Déjà, le premier petit hack que je disais, c'était ça, c'est de garder un peu les pieds sur terre avec tout cet argent qui rentre assez rapidement. C'est vrai que dans l'informatique, et quand on a un peu d'expertise, on commence à avoir des TGM assez intéressants et un argent qui rentre assez vite. Donc, bien garder les pieds sur terre, bien continuer toujours à se payer la même chose. Moi, c'est un conseil qui m'avait été donné par un collègue qui était en freelance, justement, et je l'ai bien suivi et j'ai bien fait de le suivre parce que ça évite justement les petites surprises. Voilà, surtout à la fin, il y a des choses qu'on fait jamais attention, mais il y a une taxe sur la CFE qui arrive en fin d'année. Et ça, moi, je savais pas ce que c'était. C'est une taxe pour les locaux, etc., de formation pour les locales. Sauf que je suis à mon compte, donc j'ai pas de local. On travaille chez les clients, mais on est quand même obligé de la payer. Et c'est quand même du 800 ou 900 euros suivant les régions dans lesquelles on habite. Et ça peut monter plus haut. Et quand on fait pas attention et qu'on se garde pas un peu d'argent sur le côté, du coup, ce genre de choses peut être un peu compliqué. Donc ça, voilà, faites bien attention à ça. Essayez de toujours vous payer le même salaire tous les mois avec un objectif à la fin. Et puis voilà. Après les petits hacks, non, moi à chaque fois que je fais une note de frais au genre de choses, je la scanne de suite pour éviter d'en avoir énormément qui montent à la fin du mois. Et voilà, quand on a son compte, on a déjà pas mal de choses à gérer entre faire sa facturation. Si en plus, il faut faire toutes ces notes de frais au fur et à mesure. Donc, c'est vrai que maintenant, on a des technologies quand même avec les smartphones. Voilà, ma note de frais, par exemple, dès que j'ai été déjeuner quelque part, ma note de frais, je prends mon téléphone le soir en rentrant, tac, tac, je la renseigne, je la classe directement dans mon classeur pour bien avoir mon suivi, gérer mes choses. Donc, le fait de le faire comme ça au quotidien, en permanence, on n'est pas surbooké après par la suite. Voilà, des petits réflexes de base parce que c'est les choses qui reviennent couramment, etc. Bien noter tout ce que vous faites. Moi, c'est vrai que voilà, sur mon application de mail, de mon agenda, tous les jours, je note ce que j'ai fait chez mon client et où est-ce que je suis, les temps que j'ai passés, pour savoir justement quand je fais ma facturation, souvent en fin de mois, ou ce genre de choses, voilà, quand on veut revenir dessus, on n'y pense pas. Alors, c'est des choses qui sont bêtes parce qu'on le fait quand même aujourd'hui en ESN. On a beaucoup d'outils dans les ESN, voilà, pour les gens qui nous suivent, où on doit renseigner à la journée, à la demi-journée, à l'heure, ce genre de choses. Donc, c'est souvent des réflexes qui sont. Voilà, c'est souvent des réflexes qui sont donnés, mais que je continue à faire au quotidien et même plus, parce que là, derrière, c'est moi qui dois me débrouiller tout seul, quoi. Donc, s'il arrive un problème, c'est moi qui dois être à tout prix gérer ce genre de choses. Donc, voilà, tout ça, c'est des petits trucs au quotidien, des petits réflexes que je prends et qui me permettent d'être souple et de savoir que derrière, si j'ai un souci, tac, tac, je peux regarder. Même au début, sur mes notes de frais, je notais tous les kilomètres que je faisais directement dans mon agenda Google. Je m'étais créé un agenda notes de frais et je mettais tous mes kilomètres. Je renseignais tous mes kilomètres, par exemple, tous les mois, mais du coup, ça m'aide après
derrière pour pouvoir déclarer justement comptablement. Ma comptable m'a dit, vous avez fait combien de kilomètres cette année? Parce que justement, en fonction du nombre de kilomètres, elle dégrève certaines choses sur la fiscalité, etc. Des choses qu'on ne maîtrise pas. Ouais. Et si on ne le fait pas au début, qu'elle nous le demande à la fin, où est-ce qu'on en était? Voilà. Ouais. Donc moi, à chaque fois que j'allais quelque part, je prenais ma Pi ou Google Maps, je regardais le nombre de kilomètres aller-retour et tac, je le mettais dans un agenda spécifique sur le nombre de kilomètres que j'ai fait à la journée, tout le temps. Maintenant, j'ai évolué et j'ai des voitures de fonction, donc du coup, j'ai plus besoin de mettre ça en œuvre parce que c'est directement porté par mes voitures de fonction. Mais voilà, des petits outils comme ça, des petites bonnes pratiques à mettre en œuvre. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Non, c'est déjà pas mal. J'en ai déjà c'est déjà un bon retour d'expérience après 5 ans. Peut-être un point qui va être intéressant pour toutes les personnes qui nous écoutent, c'est est-ce que tu as développé justement des méthodes aujourd'hui pour être, on en a beaucoup parlé, mais pour être visible auprès de tes clients ou de tes prospects ou des différentes entreprises qui peuvent t'intéresser, même quand tu es en mission. C'est vrai que ça peut être une difficulté lorsqu'on est en mission de réussir à jongler entre, tu parlais tout à l'heure des casquettes, de réussir à jongler entre ta casquette, je suis en mission expert décisionnel et je suis commercial aussi pour aller chercher mes autres missions, pour anticiper, pour faire du relationnel, pour aller créer des contacts. Donc bien sûr, il y a le e-book qui t'accompagne, mais ça paraît tellement logique qu'on ne va pas le mettre en avant. Mais est-ce que tu as des méthodes, toi, que tu as réussi à développer sur ces 5 dernières années pour réussir à cranter sur cette partie-là? La méthode numéro 1 que j'ai utilisée, c'est effectivement les réseaux sociaux. C'est vrai que LinkedIn là-dessus m'a énormément aidé à avoir des contacts, à avoir des parties mises en avant assez simples pour pouvoir justement avoir de plus en plus une grosse communauté et avoir des gens avec lesquels bien s'associer. L'autre chose que j'essaye de prôner, de mettre beaucoup en avant, c'est vrai que les freelances, même si on commence à devenir de plus en plus nombreux, on reste encore sur une petite communauté et moi j'aime bien faire évoluer ma communauté. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans le bassin bordelais, dans le domaine de la data particulièrement, on se connaît tous. On essaye, alors, Covid est passé par là, mais j'essaye de faire des déjeuners assez régulièrement, au moins une fois par trimestre ou par semestre avec ces collègues-là. C'est ce qui fait montrer le bouche-oreille. Il y en a qui demandaient comment tu t'es lancé quand tu as démarré. J'ai eu la chance, ou en tout cas, je l'ai joué de cette manière-là, avec l'expérience que j'avais. Moi, j'ai monté une rupture conventionnelle avec mon patron, mon ancien patron, et je lui ai dit, il m'a dit, mais pourquoi monter une rupture conventionnelle avec toi? J'y gagne quoi? Tu gagnes juste que les clients avec lesquels je suis aujourd'hui, ils m'affectionnent. Et soit tu montes une rupture conventionnelle et comme ça, on continue à travailler ensemble et je passerai en partage par toi sur ces clients-là. Soit moi, je m'en vais, mais dis-toi que ces clients-là, tu vas les perdre parce que je vais passer avec eux directement. Donc ça, c'était une manière de me lancer aussi de manière sereinement, avoir des clients derrière. Et du coup, derrière, on peut avancer comme ça, avoir quelque chose de serein. Et après, on contacte les gens. Et après, ça m'a permis le fait de discuter avec une communauté de freelance, de se connaître sur LinkedIn, de parler un peu en message privé, d'aller déjeuner ensemble. Du coup, c'est le bouche à oreille. Il y a de la place pour tout le monde aujourd'hui dans l'informatique. On a tous, de toute façon, nos domaines de compétences dans lesquels on est plus doué que d'autres, etc. Et aujourd'hui, je suis de moins en moins par des ESN parce que le bouche à oreille, les freelances qui sont dans des endroits, nous renvoient l'appareil inversement. Et du coup, les missions chez lesquelles je suis aujourd'hui, c'est des collègues qui m'ont dit, tiens, il y a tel client qui cherche dans le domaine de cette expertise sur le temps réel. Moi, je ne connais pas. Est-ce que toi, ça t'intéresse? Et du coup, ça me permet maintenant de passer de plus en plus en direct. Donc ça, il m'a vraiment fallu 2-3 ans pour arriver à avoir mes propres clients en direct et ne plus passer par du portage salarial. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est la chose la plus complexe aujourd'hui sur le commerce. Et on sait niveau commerce que quand on met une graine quelque part, elle ne va pas germer de suite. Ça met du temps à pousser, à évoluer, à monter dans les mœurs. Et il faut vous dire que sur la partie commerciale, on va arriver à gagner 25% de ce qu'on a mis en avant, qu'on va arriver à concrétiser derrière sur vraiment du réel et du concret. Donc ça met un petit peu de temps. Et donc voilà, il faut surtout bien avoir son réseau, bien monter son réseau. LinkedIn sert énormément là-dessus, bien s'appuyer sur les personnes en freelance comme nous, parce que c'est la publicité qui fait le meilleur marché. Et puis après, la publicité, le bouche à oreille aussi sur les clients sur lesquels on est, il y en a beaucoup. Tiens, ma femme, elle travaille dans une autre société qui a besoin de ça. Aujourd'hui, le client chez qui je suis, c'est exactement ça. Voilà, c'est son épouse qui travaille à un autre endroit, pour qui je travaille pour son mari, qui a dit, tiens, Damien, il sait faire ça, fais voir et tout. Ça a mis 1 an et demi avant que j'arrive dans cette société, mais aujourd'hui, ça fait 2 ans maintenant que je travaille pour eux en direct. Et alors, à mi-temps, je regarde toujours cet aspect un peu multi-casquette, multi-client, mais c'est sur ça, effectivement, qu'il faut bien mettre en avant sur notre réseau. C'est la force d'un bon freelance, c'est son réseau, ses contacts. Bien jouer le commerce, continuer à déjeuner avec des gens
voilà, hein, tu disais, le hibou, effectivement, on travaille ensemble, mais je ne travaille pas tout le temps avec vous. Et pourtant, avec Florian, on essaye de se contacter assez régulièrement, même que ça soit qu'un mail pour dire comment tu vas, où est-ce que tu en es, qu'est-ce que tu deviens. Moi, je sais que voilà, j'ai beaucoup de commerciaux que je recontacte. Souvent, ils nous invitent à déjeuner le midi. Donc, voilà, on en discute un petit peu, on voit où est-ce qu'on en est. Même si on est staffé, c'est pas grave. Il faut quand même garder ce contact-là commercial, montrer qu'on est toujours présent, qu'on est là. La formation, en plus, ça aide bien sur ce genre de choses. Bon, après, on n'a pas tous l'âme de donner des formations, ce genre de choses, mais ce qui est les petites formations, les petits audits, c'est souvent des missions assez courtes et qui ne gênent pas en principe sur une mission à long terme sur laquelle vous êtes, quoi. Si vous êtes à long terme chez un client, vous pouvez très bien dire, bah, excusez-moi, là, pendant une semaine, dans un mois, j'ai une mission, soit de formation, soit de choses. Et ça permet comme ça de continuer à garder le lien un peu aussi sur le reste des activités qu'il peut y avoir. Moi, j'essaye de faire attention, de ne pas cantonner tout sur le même client. Pour la simple et bonne raison que l'année dernière, avec la période du Covid, bah, j'étais sur un seul client. D'habitude, j'en ai toujours 2 ou 3. Et là, le client, il s'est mis en chômage partiel. Donc, je me suis retrouvé pendant 1 mois et demi sans travail. Donc, voilà. Donc, du coup, ça a été assez dur. Alors, financièrement, comme ce n'était pas ma première année, ça va. Comme je vous disais tout à l'heure, je fais toujours esprit de garder un fonds de roulement, de ne toujours me payer les mêmes choses. Du coup, j'ai pu largement tenir sans aucun souci, le temps que ça redémarre après derrière. Donc voilà, mais voilà, le fait d'avoir qu'un seul et même unique client, bah, ça peut être ce risque-là en période de crise. Bon, je touche du bois après pour ne pas avoir des Covid non plus tous les jours. Les clients en tout cas reviennent sur le sujet. Moi, je vois celui qui s'est mis au chômage partiel a dit j'aurais jamais dû faire ça, c'est nul. Mais bon, je travaille pour un camping de plein air effectivement, et donc du coup, bah lui, activité camping, tout était fermé, donc ils ont fermé toutes ces activités. Or, aujourd'hui, il le regrette, donc je ne pense pas qu'on arrivera dans ce genre de choses, mais on ne sait pas de quoi demain est fait, des crises qu'il peut y avoir. Et là, le Covid nous rappelle bien justement que quand on a un DEP, on a cette épée Damoclès au-dessus de la tête, hein, et de se dire demain, effectivement, si je n'ai pas de travail, comment je fais, quoi. Voilà. Et là, mon réseau m'a bien aidé parce qu'effectivement, j'ai réactivé tous mes commerciaux avec qui je continue à garder le contact. Il y en a certains qui m'ont dit désolé, j'ai rien. Puis il y en a un qui m'a dit à un moment donné, tiens, ça y est, il y a ce client qui cherche quelqu'un, c'est un peu moins bien payé que d'habitude. Là, il y en a qui ont un peu joué le jeu aussi là-dessus, le fait qu'ils savaient qu'on avait tous un petit peu faim. Et ça m'a permis de repartir après. Et puis après le Covid, ça a redémarré et c'est reparti. Mais voilà, on va toujours faire bien attention à ça et bien garder son réseau. Quand on est freelance, on est tout seul, quoi. Si vous arrive un problème, c'est fini. Donc, il faut toujours bien être droit dans ses bottes, quoi. Exactement. Et au-delà de garder plein de clients en parallèle, je vois Nassim qui dit que c'est pas toujours évident d'avoir plusieurs clients dépendant du métier. C'est vrai qu'il y a certains métiers où c'est moins simple et ça va être plutôt des missions à temps plein et de longue durée. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est hyper important de continuer à faire vivre son réseau, même quand on est en mission. C'est hyper important de continuer justement à utiliser sa communauté, à se créer une communauté, à s'entourer de freelances qui sont dans des domaines soit complémentaires, soit les mêmes que le nôtre, d'aller voir aussi forcément les plateformes qui peuvent nous amener ces contacts-là et d'utiliser tout ce réseau-là, toute cette intercommunauté-là qui va nous permettre finalement de graviter dans cet écosystème et qui va forcément derrière favoriser les échanges, les discussions et potentiellement derrière les opportunités. C'est ça. Super. Bon, très clair en tout cas sur la gestion de ton activité au quotidien. Merci beaucoup Damien parce que plein d'informations, je pense, hyper intéressantes et j'espère que ça apportera de la valeur à tous ceux qui nous écoutent. La dernière partie que je voulais voir avec toi, c'était plutôt un focus justement BI, USB, on va dire data dans les grandes lignes. C'est un sujet qu'on retrouve beaucoup aujourd'hui, qui est vraiment un sujet au cœur des problématiques de la plupart des entreprises. Hein. C'est vraiment le sujet du moment. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu plus en détail notamment sur la différence USB, ETL? Moi, c'est vrai que c'est la première question que je me suis posée quand on en a parlé ensemble. Et c'est quelque chose qui ressort pas mal. Et voilà, après, sur la BI et l'ESB de manière générale. Oui, c'est vrai que la BI aujourd'hui, d'autant plus avec le Covid et les grandes crises, les gens ont besoin d'analyser leurs données, de voir la data, etc. Ça, c'est des choses primordiales. Avec l'arrivée des réseaux sociaux, ça a encore plus explosé sur ce genre de choses. Les devantures, les marques qui veulent à tout prix faire tout un tas de choses, etc. Et donc, c'est vrai que voilà, la BI est un secteur et un marché assez florissant avec quand même beaucoup de gens, pas beaucoup de gens justement, avec beaucoup de monde qui manque dans ce secteur-là. Pourquoi? Enfin, moi, ayant été professeur pendant 4 ans à l'école d'ingé sup, je le vois bien, hein, les jeunes d'aujourd'hui ont plus envie de partir sur du développement de mobilité, développement de site web ou des choses qui sont un peu plus mises en avant que de la BI qui reste quand même
assez reculés au vu du public ou du grand public, mais qui servent surtout aux dirigeants. Donc voilà, du coup, la BI, c'est vrai que c'est un secteur qui est florissant, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui se forment parce qu'ils vont un petit peu dans d'autres structures. Voilà. Même si ça commence à venir un petit peu mieux, qu'on a maintenant des plateformes qui arrivent, et puis il y a beaucoup d'évolutions et de changements sur la BI aujourd'hui. Hein. Depuis 15 ans, moi, j'en fais, j'ai bien vu les grosses évolutions, surtout avec l'arrivée des big data, des Snowflake et de tous ces environnements qu'on entend parler aujourd'hui, data lake, etc. Voilà, il y a beaucoup de grosses évolutions. Pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet sur la data pure, on utilise l'outil qui a maintenant quelques années, hein, qui est le TEL pour extraction, de transformation, de loading, donc extraction des données. Je transforme ma donnée et je la recharge après à un autre endroit. Donc ça, c'est l'outil qu'on va utiliser numéro 1 pour justement aller chercher les données sources sur nos différents applicatifs, les retraiter, mettre des raids dessus, les redresser, essayer de les faire se combiner, se mettre ensemble pour pouvoir après les recharger dans un entrepôt de données, dans un entrepôt sur du cloud, etc., pour pouvoir faire notre analyse et tout ce qu'on a besoin de faire ou faire de la qualité de données, du redressement, etc. Donc ça, c'est l'ETL qu'on va utiliser énormément aujourd'hui pour faire ce genre de choses. Et depuis l'arrivée du cloud et des outils qu'on a maintenant orientés très web, etc., on a l'ESB qui est sorti. Donc, l'ESB, ça veut dire Entreprise Service Bus, donc notre bus de données d'entreprise. Et cet outil-là, en fait, va améliorer l'ETL, puisque l'ETL est fait pour faire du gros chargement de flux batch, donc de grosses données. En principe, ça tourne la nuit pendant 4-5 heures ou à plusieurs fois dans la journée, mais c'est fait pour faire des gros volumes de données, des grosses extractions. L'ESB, lui, va plus être là pour faire du fil de l'eau, du temps réel, donc du chargement en temps réel, donc de l'extraction de services web, de réseaux sociaux qu'on va prendre et qu'on va aller mettre à gauche, à droite en temps réel. Enfin voilà, l'ESB va amener toute la souplesse du dialogue entre la couche applicative de votre SI, ce qui existe sur le cloud, et toutes ces informations qui vont transiter sur du temps réel. Voilà. Donc, c'est vraiment la grosse différence entre le TEL et l'ESB. S'il y en a un, c'est du chargement de données massif, l'autre, c'est du chargement au flux de l'eau en temps réel, en permanence. Et l'ESB, pourquoi moi j'y ai cru, et c'est pour ça que je suis parti à mon compte il y a presque 5 ans maintenant, c'est sur le fait de dire le cloud, avec l'arrivée massive du cloud, avec les gens qui vont partout maintenant, qui vont mettre dans des bases de données Azure, dans des bases de données Amazon, j'en passe et des meilleurs, ont besoin de ce synchronisme du coup entre ce qu'ils ont dans leur SI, parce qu'ils auront toujours des logiciels on-premise directement chez eux et pas forcément que des choses hébergées en SaaS ou en cloud ou sur le web. Et quand bien même s'ils ont des choses sur le web, justement, ils vont avoir besoin d'avoir des dialogues avec leur applicatif web, avec leur applicatif qu'ils ont chez eux, etc. Et on ne peut pas s'amuser à récupérer de la terre entière du web pour ramener chez soi. Donc, du coup, on va plutôt essayer de récupérer des événements, faire du temps réel, récupérer un peu les événements au fil de l'eau pour pouvoir justement avoir ces informations le plus juste et le plus réel possible, être au plus près. Et donc, du coup, l'ESB, voilà, depuis quelques années maintenant, est en train de faire un bond en avant assez important. On reste dans le domaine de la data, même s'il y a pas mal de DevOps autour, de coquilles, d'urbanisation à mettre en œuvre. Voilà. Donc, c'est vrai que je suis à cheval entre le décisionnel et le DevOps. Je suis un peu entre les deux, parce que l'ESB, il y a toute une grosse couche à mettre avec le temps réel, etc. Mais ça, c'est voilà, le fait d'avoir évolué maintenant sur mon expérience, d'avoir vu beaucoup d'environnements, etc., qui me permettent de pouvoir déployer des environnements USB plus facilement, en restant justement dans le domaine de la data, en leur montrant l'apport que font ce genre d'outils, plutôt que d'utiliser un ETL qui va être lancé toutes les minutes. Où est l'intérêt d'avoir un ETL pour lancer toutes les minutes? On va avoir plein de problématiques derrière sur de l'ordonnancement, sur des exécutions de mémoire, etc. Et là, l'ESB, justement, va pallier à tout ce genre de choses. Et puis aussi sur l'ouverture des services qu'on va pouvoir faire. C'est vrai qu'en France, on est encore un petit peu frileux sur ce genre de choses, mais aujourd'hui, il y a de plus en plus de sociétés qui mettent des API en place pour pouvoir vendre leurs services et louer leurs services à des sociétés qui veulent s'y abonner pour récupérer des informations, etc. Et donc ça, c'est l'ESB qui va nous aider justement à développer toutes ces choses-là. Ce sont des outils qu'on pourrait très bien faire sur du développement pur et dur, en .NET, en Java, en tout ce que vous voulez, mais ces outils-là vont apporter une manière graphique de pouvoir développer et de gagner un petit peu de temps, d'efficacité et de maintenabilité plus simple sur l'aspect graphique, un peu construction automatique de la donnée, etc. Voilà. Et puis ça amène tout un tas de best practices, le socle, etc. Déjà tout fait plutôt que quand on commence une page vierge avec des frameworks qui est un petit peu partout sur du développement pur et dur, c'est un peu complexe. Ça complexifie, ouais, bien sûr. Exactement. Voilà, donc voilà ce que je peux dire sur la donnée en ce moment. Eh ben, très clair. Tu as eu le nez creux en tout cas sur le SV.
Oui, bah, voilà, c'est une des raisons principales sur laquelle au départ je me suis mis en tant que freelance, parce que mon ancien Mmh. employeur n'y croyait pas du tout, ne voulait pas du tout partir là-dessus, et moi je voyais qu'il y avait beaucoup de gens qui demandaient. Et Mmh. aujourd'hui, la communauté sur Bordeaux, hein, je la compte même pas sur une doigt de la main. Il faudrait que j'enlève les doigts de ma main, voilà. C'est là-dessus que je vais compter le nombre de personnes qui savent vraiment faire de l'ESB, et je vois d'autant plus que j'ai de plus en plus de missions maintenant, Ouais. un peu plus partout Ouais. sur cette montée en compétences de l'ESB, voilà. Et je pense que voilà, de toute façon, avec l'explosion du cloud et de tout ce qu'on met partout, Ouais. ça va Du encore cloud, plus du monter, hein, DevOps et donc de la data, tu retrouves les trois, donc forcément. complètement. Ok. Bon, bah écoute, très clair. Très clair, peut-être pour avoir un exemple un peu concret et qui parle à tout le monde. Est-ce que tu as un projet d'urbanisation que tu as mené en tête et qui t'a particulièrement marqué? Alors, ça va être compliqué parce qu'en fait, ils le sont tous. Chaque client est différent de toute Bien façon, hein, c'est sûr. la réponse un peu facile bateau, mais c'est vrai que voilà, je vois tout. Il y a des choses quand on voit commencer, on dit c'est pas possible, on a l'âge de pierre dans le temps qu'on est. Comment vous faites pour avoir de l'argent? Enfin, c'est pas Mm. possible. Donc non, je vois un petit peu tout. J'ai pas de projets qui m'ont marqué plus que d'autres. Après, il y a des projets qui sont plus longs que d'autres à mener, qui sont plus à long terme. Sur l'ESB, c'est vrai que c'est quand même quelque chose sur du long terme parce que ça leur fait changer beaucoup leur façon de faire, de travailler, de mettre en œuvre, de voir les choses. Donc, du coup, il y a du changement aussi qui va être fait derrière. Sur la BI, c'est pareil, hein. Dès qu'on va mettre de l'ETL en place, toutes les sociétés sur lesquelles je passe me disent ah, nous, notre donnée, elle est parfaite. Donc, on va faire un Mm. data warehouse en 2 secondes avec un décisionnel qui va rouler. Puis dès qu'on creuse, on leur dit bah non, ah mais j'avais pas vu ça, voilà. Donc il y a toujours du gros changement quand on met ce genre d'outils sur des sociétés qui ont jamais fait ça et qui ont jamais eu ça. Et donc voilà, donc j'ai pas de projets qui m'ont marqué plus que d'autres. J'ai beaucoup de projets d'urbanisation, d'architecture et de remise en œuvre. Voilà, par rapport à mon expertise, c'est vrai que j'essaye d'apporter beaucoup de meilleures façons de faire, en tout cas essayer de Mm. les aider d'avancer plus vite et plus loin. Mais non, je ne vais pas pouvoir donner Ouais. un projet vraiment à proprement parler parce que pour moi, ils le sont tous au même niveau, quoi. Ouais, ils ont tous un peu leur spécificité, bien sûr. C'est ça. Ok, super. Top. Je vois le temps qui Ouais. passe et qui défile. Peut-être pour se laisser un petit peu de temps pour les questions-réponses, parce que j'ai vu passer pas mal de questions, hein, si je me trompe pas, Samy. Ouais. Beaucoup de gens qui souhaitent avoir des précisions. Donc, effectivement, on va garder un peu de temps, mais je te laisse terminer sur cette Ouais, allez, super. Peut-être sur le mot de la fin, Damien, pour résumer un petit peu aujourd'hui ton activité en tant que freelance, est-ce qu'il y a une chose en particulier qui te manque le plus ou voilà, que tu aurais aimé retrouver en tant que freelance et que tu n'as pas forcément aujourd'hui? Alors, ce qui me manque le plus, ce que j'avais un petit peu évoqué tout à l'heure, c'est la formation. C'est vrai que Hmm. dans les ESN, on a souvent des formations qui nous sont données. On peut demander de la formation, effectivement. Là, c'est vrai qu'aujourd'hui, je peux très bien me former, hein, il n'y a pas de souci, mais si je veux me former, bah, du coup, il va falloir que je rémunère la formation, Hmm. que du coup, je ne serai pas payé sur ces journées de formation, etc. Et même, je vais même encore plus loin que ça, c'est que donnant des formations, comme je vous disais tout à l'heure, dans des organismes de formation, à un moment donné, il y a une formation sur du Kubernetes, l'évolution du Docker, etc., là, qui m'intéressait fortement. Et quand je lui ai demandé, ah ben, tiens, j'ai vu que tu donnais cette formation, ça m'intéresse de la suivre, on m'a dit, ah oui, mais ça, c'est la formation spécifiquement inter-entreprise. On ne fait pas de Ouais. formation individuelle, ce genre de choses. Et bah, du coup, on se retrouve un peu frustré en se disant, ben, je veux bien la payer, la formation. C'est pas comme si j'avais pas les moyens ou que je pouvais pas le faire. Mais du coup, j'ai des formations où j'ai pas accès parce que c'est des formations qui vont donner pour une entreprise, donc à 4, 5, 6 personnes. Hmm. Et moi, tout seul, du coup, ils ne la donneront pas, quoi. Donc, du coup, il y a quelques, quelques petits détails comme ça où je n'ai plus accès, où j'ai plus, et ça manque un petit peu, parce que c'est vrai que cette formation me plaisait bien. Après, je peux en trouver, mais il va falloir que j'aille sur Paris, ou etc., ou que je fasse d'autres choses. Là, c'était Ouais. intéressant pour moi. Et voilà, j'ai vu que ça me manquait un petit peu sur Hmm. ces aspects-là, l'aspect formation, l'aspect mise en œuvre. Après, bon, bah, c'est le groupe On qu'on a est derrière, la puissance du groupe, hein, Exactement, ouais. voilà. Nous, on est, enfin, je vais faire un parallèle du coup parce on a une partie, en fait, on a un partenariat avec Avantage Formation aujourd'hui. Donc pour tous les e-books qui sont inscrits sur la plateforme et qui ont accès avec des tarifs justement préférentiels. Et on est effectivement en train de travailler sur des offres de partenariat
un peu plus globale, notamment avec des organismes de formation qui font tout en distanciel au vu du contexte, et pour justement donner accès et faciliter cet accès aux freelance, parce que c'est un gros sujet, la partie formation. En tant que freelance, on a besoin finalement de rester à la pointe de la technologie, à la pointe de l'expertise. Sauf que pour rester à la pointe de l'expertise, il faut se former. Et pour se former, il faut avoir le temps et forcément la possibilité financière, en tout cas, d'aller se former. Tu disais tout à l'heure, c'est d'un côté, tu perds du temps parce que tu n'es pas en mission. Et d'un autre côté, c'est des formations qui sont payantes. Donc voilà, nous, en tout cas, on est en train de travailler là-dessus pour essayer de globaliser toute cette partie formation parce qu'on sait que c'est un gros pain point pour les freelances. Et donc, c'est vraiment un sujet sur lequel on sait qu'il y a besoin d'aller mettre plus de moyens, en tout cas. Ouais, Donc là, ça c'est ce qui nous manque le ouais. plus, je pense, en tant que freelance, parce que même si on peut s'auto-former avec des collègues, etc., il y a des technologies qu'ils ne maîtrisent pas forcément. Et si on veut être compétitif, toujours pareil sur le marché, surtout dans l'informatique, il faut toujours garder un petit peu l'innovation en tête. Ouais. Et donc, du coup, effectivement, ça, la formation, c'est quelque chose qui manque un petit peu. Après, ce qui me manquait, je dis bien au passé, parce qu'aujourd'hui, je l'ai retrouvé, on n'a pas tout ce qui est CE, les avantages qu'on peut avoir derrière, la couverture sociale Ouais. de l'arrêt maladie ou ce genre de choses. Alors, même si on essaye de se couvrir au mieux, on n'a pas quand même les mêmes avantages que des salariés d'une entreprise, hein. Ça, faut pas se le cacher. Maintenant, on gagne aussi mieux notre vie. Donc, du coup, comme je disais tout à l'heure, j'en reviens encore, si on garde les pieds sous terre avec nos petites fonds de commerce qui restent, comme je vous ai dit, hein, je n'ai pas travaillé pendant 1 mois et demi du temps du Covid et donc pendant 1 mois et demi, aucun client, donc aucune rentrée d'argent et j'ai pu continuer à me payer mes salaires sans aucun souci. J'ai pris un petit peu moins de congés. C'est vrai que je prends pas mal de congés ayant des enfants. Je prends quasiment la moitié des vacances scolaires partout. Vous pouvez voir le nombre de congés que ça me fait, hein, quasiment 60 congés, 60 jours de congés par an. Voilà, ça c'est quelque chose que je fais exprès, moi, en tant que freelance aussi, d'avoir cette liberté, cette souplesse de pouvoir avoir une vie de famille que je veux un peu plus passer en avant et je peux me le permettre en tant que freelance. Bien sûr. Voilà, là j'en ai enlevé un petit peu moins, mais ça m'a largement permis de voir venir et de combler ces manques financiers que j'ai pas pu avoir. Encore une Et fois, rentrer d'argent. jongler avec ton La balance, équilibre, exactement, qui est indispensable. exactement. Voilà. Et Indispensable. aujourd'hui, moi, je fais partie d'une communauté qui s'appelle WeMind, qui est justement une société de néo-courtage dans le monde de l'assurance maladie, etc., uniquement que pour les indépendants. Et du coup, ils amènent toute une petite notion de CE, etc. dessus. Donc, du coup, je peux retrouver des places de cinéma, des places pour aller à gauche, à droite en termes de CE. Et ils me couvrent après. J'ai vu que c'était des questions aussi, donc j'en permets comme ça de l'expliquer. Ça me permet de me couvrir sur moi, au niveau de ma mutuelle, moi, ma famille, au niveau de mes pertes financières d'argent. Voilà, alors pas avec les mêmes journées qu'on peut avoir quand on est salarié, hein. On a forcément 3 jours de carence. Et si c'est de l'arrêt maladie, c'est 15 jours. Voilà. Après, si c'est de l'hospitalisation, ce genre de choses, on est sur du 0 ou 3 jours de carence en fonction des niveaux d'échelon qu'on veut prendre et de ce qu'on veut payer par mois. Je suis aussi assuré sur la partie financière de ma société, parce que c'est bien beau quand on est tout seul. Si demain je touche du bois, hein, je me casse quelque chose ou il m'arrive quelque chose, je peux plus travailler, j'ai toujours des faux frais de toute façon qui vont arriver, hein, que ce soit le paiement de mon URSSAF, le paiement de mon véhicule de société, ou ce genre de choses. Donc j'ai toujours des frais mensuels qui rentrent et qui tombent, même si jamais j'ai pas de travail. Et ça, du coup, je suis aussi assuré si demain il m'arrive quelque chose par cette plateforme. Plus après tout ce qui est l'RC Pro qui est obligatoire derrière, etc. Voilà. Donc ça, c'est pas mal sur Remind. Je vois qu'il y a le lien qui a été mis. Merci. Ouais, on est en train de développer le partenariat là, avec WeMind pour un accès à notre communauté, pour effectivement, t'en parlais, c'est un sujet lorsqu'on est freelance, toute la partie un peu sécurité, assurance autour de ça. Donc là-dessus, on va essayer de proposer justement on est en train dans les prochaines semaines là, on va vous proposer des avantages encore plus intéressants. C'est en cours. Voilà. Tout à fait. Donc ça, c'est bien. Voilà. En plus, ça apporte aussi une communauté. Moi, c'est très récent, hein. J'y suis depuis janvier. Donc voilà, je démarre dans cette nouvelle communauté aussi. Mais c'est sympa aussi parce qu'ils ont toute une chaîne Slack sur laquelle, du coup, les freelances se parlent, s'entraident aussi sur comment je peux faire ci, comment je peux faire ça. Tiens, moi, je suis un auto-entrepreneur, je veux passer en SASU, en SAS. Qu'est-ce que tu me conseilles? Donc, voilà, il y a un gros réseau parce qu'il y a pas mal de monde sur cette communauté maintenant aussi. Donc, ça apporte aussi tout ça. Donc, ça apporte un peu ce qui manque quand on quitte le SN où on est tout seul. C'est voilà, la communauté
de nos collègues avec lesquels on peut discuter, avec lesquels on peut essayer d'avancer sur certaines choses qu'on n'a plus, hein, donc forcément. Donc voilà, c'est ça un petit peu qui manque là-dessus, mais qu'on arrive maintenant aujourd'hui de plus en plus, le fait qu'il y ait beaucoup de freelance, maintenant de plus en plus, toutes ces communautés se montent aussi avec le hibou, etc., pour justement essayer qu'on soit tous ensemble. Hein, les freelances, pour moi, c'est une grande famille maintenant. Et plus cette famille, on arrive à la faire grandir et avoir des contacts avec eux, et plus ça sera pour nous de trouver des missions et d'avoir une valeur ajoutée sur les sociétés sur lesquelles on va, quoi. Voilà. Exactement, ouais. Ouais, on bosse aussi avec expertcomptable.com. 99 euros, je crois, par mois, et avec tout est inclus. Donc, c'est aussi un des partenariats qu'on a en ce moment. Et je vois que Denis mettait aussi d'autres partenaires. En tout cas, voilà. Il y a de quoi faire, et les offres sont en train de se développer. La seule chose que je pourrais juste Faciliter, ouais. ajouter, Ouais, c'est on n'a peut-être pas tous les mêmes domaines, les mêmes niveaux d'assurance qu'on veut derrière. exactement. Et on est souvent mal orienté sur ça. Moi, je sais qu'aujourd'hui, voilà, j'ai des enfants, etc. J'ai des niveaux d'assurance que j'ai besoin d'avoir peut-être Mm. différents de certaines personnes. Et moi, je sais que mon comptable m'a bien aidé là-dessus. Il m'a dit attention, quand tout est dans le vert, il n'y a pas de souci, mais il faut toujours penser ça Anticiper. n'arrive pas qu'à nous, Ouais. anticiper ce qu'il peut y avoir derrière. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne fait pas attention sur le revenu de salaire. Il y a beaucoup de sociétés qui font un revenu de salaire uniquement sur ce qu'on a touché les 3 dernières années. Quand vous venez de vous lancer, dommage. Hein. Donc, moi, je suis plutôt aujourd'hui mis au forfait sur un montant mensuel sur lequel je suis assuré. Comme ça, au moins, je sais que je n'ai pas de souci, que je suis bien au forfait, que s'il m'arrive Mm. quelque chose, n'importe quoi, derrière, je serai payé à ma juste valeur. Comme les faux frais de de la société, les choses qu'on paye tous les mois et qui reviennent en permanence, ça, au début, on n'y pense pas. Moi, quand je me suis lancé, je n'ai pas pris d'assurance là-dessus. Et c'est après, à force de voir des personnes discuter avec des collègues à moi qui m'ont dit, oh là, fais attention à ça, tu n'es pas assuré là-dessus, tu n'es pas Ouais. assuré sur ci. Voilà, faites attention. Je vois beaucoup de gens qui mettent, ouais, il y a les banques qui proposent ça, il y a les banques qui proposent ci. Oui, oui, bien sûr. Tout le monde propose un petit peu son bout de gras. Et de toute façon, tout le monde tout le monde s'est lancé là-dessus. Hein. Que ce soit les banques professionnelles, ils savent très bien qu'ils peuvent nous assurer, d'autres banques, d'autres machins, d'autres trucs. Voilà, je pense qu'il y a des plus à prendre de chaque côté. C'est hyper compliqué aujourd'hui sur le domaine de l'assurance, de la mutuelle, en plus à Mm. comparer parce que chacun met des taux, des phrases différentes et là-dessus, c'est très complexe, que ce soit privé ou Ouais, professionnel, c'est encore encore une pire. fois, il faut réussir à se faire accompagner, et chacun Voilà. Donc son là, il ne faut métier. pas hésiter de bien regarder ça parce que, comme je dis, Ouais. voilà, quand tout est dans le vert, il n'y a pas de souci, mais il suffit d'avoir un petit bobo, une petite panne. Enfin, ça n'arrive pas Mm. qu'aux autres, C'est malheureusement, et ça. le jour où ça arrive, il faut plutôt être bien couvert et c'est là qu'on en a besoin, quoi. Et en tant que freelance, Exactement. encore plus, il faut qu'on soit bien protégé, surtout si vous avez une famille aussi derrière. Ouais, Donc c'est ça. voilà, moi, c'est Ok. mon petit point d'attention Ouais. que j'essaie de donner. Voilà, c'est mon Top. retour. Bon. Merci beaucoup en tout cas, Damien, pour toutes ces infos, parce que plein de points opérationnels hyper intéressants, et plein de retours d'expérience qui vont, j'en suis sûr, servir à beaucoup de personnes et beaucoup de freelance. Donc c'est top. Peut-être, alors du coup, il nous restait en gros deux grands points. Donc, sur la communauté, le hibou, on en a parlé tout à l'heure, rapidement, mais pour vous remettre quelques points de passage, nous, on met en place justement pas mal d'événements au niveau local, que ce soit à Paris, à Bordeaux ou à Toulouse, avec des petits déjeuners, en l'occurrence virtuels en ce moment parce qu'on n'a pas le choix, mais autour de sujets précis, pour créer justement des communautés d'experts freelance dans certains domaines, des séances de sport aussi, des partenariats avec des associations locales, des différents mises en relation aussi entre freelance sur des sujets très précis qui vont justement permettre aux freelances, en tout cas, de rester en contact et de rester ensemble sur ce qui est toujours la grosse difficulté. Voilà, je ne prends pas plus de temps sur ces sujets-là parce que c'est des sujets qu'on a beaucoup abordés, et qu'il y a encore la partie questions-réponses avec pas mal de questions qui sont remontées. Je suis là. Samy, je te passe la main. Je suis évidemment présent. J'attendais ce moment avec impatience. Oui, effectivement, donc beaucoup de questions. Merci à tous d'être intervenus sur le chat. Vous avez vraiment été nombreux à poser pas mal de questions hyper pertinentes, très concrètes, et ça fait plaisir parce que il se peut que parfois on a des choses qui soient un peu vagues, et là pour le coup, c'était pas du tout le cas. Alors, j'ai retenu 3 à 4 questions qui sont vraiment revenues très très régulièrement. La première, Damien, ce serait de savoir comment tu as fixé tes premiers tarifs.
Alors, mes premiers tarifs, étant déjà dans le conseil à l'époque et dans différentes ESN, on sait quand même les tarifs qui sont appliqués pour nous hein, et sur nous. Donc, du coup, voilà, on sait déjà plus ou moins les tarifs qui se font dans le marché et ce qui s'apporte. Et après, on fait évoluer en fonction, toujours pareil, du besoin de ce qu'a le client. Si c'est de l'expertise, de l'audit, de la formation, on n'est pas sur des mêmes tarifs que si c'est juste du développement qu'il y a derrière. Donc, du coup, au niveau des tarifs, moi, je me suis vraiment basé sur ce que j'ai appliqué aujourd'hui dans mes ESN en descendant un petit peu parce qu'effectivement, j'ai pas j'ai pas les mêmes besoins de marge ou de prospection qu'ont certaines ESN avec les locaux, etc. Donc, c'est comme ça que j'ai fixé mes tarifs par rapport à ce que je connaissais déjà dans le monde de l'ESN, de ce qui se faisait en l'appliquant sur ce que je vendais derrière, quoi. Voilà. Après, aujourd'hui, maintenant, je me fixe des tarifs par rapport à mon expertise et par rapport à mes seuils de rentabilité sur les TGM que je vais faire. Et je sais que, voilà, par exemple, sur un TGM à 300 euros, je sais très bien aujourd'hui que je ne répondrai pas parce que je ne rentrerai pas dans mes frais par rapport à ce que j'ai maintenant depuis que je suis lancé dans ma société. Donc, après, on le sait. Et par rapport à l'expérience qu'on a, on sait ce qu'on vaut sur le marché et combien on peut se vendre. Complètement. Très bien. Après, c'est jamais évident. Hein. Ça, Non, je c'est l'avoue. toujours Hein. très C'est compliqué. jamais simple. Après, s'il y a un Voilà. conseil aussi à donner, je pense aux freelances qui se lancent, c'est que passer du temps sur l'observation justement des TJM qui sont pratiqués par rapport aux freelances qui ont le même niveau d'expérience et d'expertise que vous, parce que derrière, le positionnement que vous allez trouver avec votre TJM d'entrée va être très difficile à bouger par expérience. Donc, essayez de passer du temps justement sur cette analyse des TGM. Vous pouvez trouver, il y a énormément maintenant de simulateurs aussi qui peuvent vous aider à trouver votre TGM idéal et à regarder ce qui se fait encore une fois dans la communauté et dans les Voilà. experts autour de vous. En sachant que ça Ouais. commence à remonter un petit peu aussi en province. Sur Bordeaux, on avait des TGM assez bas au niveau de la France qui commencent un petit peu à remonter pour plusieurs raisons. On a des gros comptes déjà aujourd'hui qui fixaient des tarifs par eux-mêmes et qui avaient fixé des tarifs assez bas. Donc, du coup, on avait un peu de mal dans le secteur bordelais à remonter ces tarifs au vu de ce qui se fait partout ailleurs. Hein. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, on commence à arriver à remonter un petit peu les tarifs. Les clients le comprennent bien et surtout, ils voient bien de toute façon avec un freelance. Voilà, nous, ils savent qu'on s'investit beaucoup, hein, même si les ESN aussi s'investissent, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que nous, on n'a que ce client-là, en tout cas, pour lequel on travaille. Donc, il faut qu'on s'investisse d'autant plus. C'est vrai que je fais un petit peu plus d'heures que ce que je faisais quand j'étais dans une ESN. Hein. Mais après, je le veux bien aussi et j'aime mon travail. Donc voilà. Mais tout ça fait que voilà, on arrive quand même à remonter sur des tarifs. Alors, je vois, il y en a qui demandent des prix, etc. Oui, aujourd'hui, sur le marché bordelais, entre de l'expertise, de la formation, etc., on va se situer sur les alentours de TGM entre 550, 700 euros. On peut monter jusqu'à du 800 sur de la formation. C'est ce qui paye un petit peu le mieux quand même au niveau de la formation, parce qu'il y a de la préparation avant, etc. Donc, c'est pour ça que les TGM sont un peu plus hauts. Et sur de l'expertise de l'audit, sur Bordeaux, on est plutôt aux alentours des 600, 650 euros, même voire 700. Voilà, ça commence à remonter sur les alentours de 700 et sur du développement d'expertise, je suis plutôt aux alentours des 500, 550. Voilà. Mes TGM moyens vont situer sur ça dans le marché bordelais. Après, ça peut bouger et monter en fonction de région de la France, En mais comme il fonction y de en a qui demandaient des l'expertise prix, aussi, ouais, j'essaye c'est de ça. donner des fourchettes voilà, pour C'est répondre. difficile de répondre, ouais, parce que chaque Oui, Ouais, tout à expertise, fait. chaque secteur est très différent, mais c'est bien, ça donne des bonnes idées d'indication en tout cas. voilà. Bah, maintenant, il y a plein de sites, Ouais. comme tu disais tout à l'heure, qui le donnent ça. Ouais. Ils vous aident à Alors, avoir des tarifs. aussi un petit point, pour ceux qui sont avec nous, on a un groupe privé LinkedIn pour certains pour les inscrits de l'EIBOU. Vous recevez un lien vers ce groupe privé LinkedIn quand vous vous inscrivez pour pouvoir justement partager des informations un peu exclusives. Et sur ce groupe privé, on publie très, très régulièrement des baromètres des TJM pour certains domaines, dont la data. Donc, ça peut vous aider également à vous positionner en termes de TJM. Et juste pour terminer là-dessus, le TJM aussi, donc Damien a parfaitement répondu de façon très, très complète. La seule chose aussi qu'on peut peut-être se dire, c'est que si vraiment vous êtes dans une phase de développement de votre activité, vous allez peut-être plus facilement faire un effort sur votre TGM parce que vous avez besoin de pouvoir en fait faire votre réseau, votre activité, votre historique, plutôt qu'après, plus tard, lorsque vous êtes un petit peu plus expérimenté, là, vous avez peut-être plus de facilité justement à vous revendiquer comme un vrai expert très expérimenté avec des missions freelance et un historique. Et du coup, vous avez plus facilement, vous avez plus confiance dans un TGM que vous allez choisir par vous-même en étant complètement assumé. Alors, très bien, donc merci beaucoup pour cette première réponse, Damien. La deuxième question qui revient très souvent, c'est comment toi, tu te démarques de la concurrence sur ton secteur, que ce soit d'autres freelances
ou des candidats de SN? Alors, c'est des questions assez compliquées à répondre parce que j'ai pas envie non plus de me faire mousser derrière en disant que je suis le meilleur. C'est pas du tout le but. Merci. Mais non, alors déjà, moi, j'essaye de prôner une chose, c'est la droiture. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de collègues qui n'ont pas ces caractéristiques-là. Et ça, je sais qu'on me le met beaucoup en avant sur les différentes ESN avec lesquelles j'ai pu travailler. Et moi, j'essaie pas de la faire à l'envers et sur une ESN. Ça m'est déjà arrivé qu'une ESN me propose chez un client et que le client, en fait, me connaissait de l'autre côté et vienne me demander en direct. Et là, je la joue pas comme ça. Je vais bosser avec l'ESN parce que c'est lui qui est venu me donner le premier client en amont. Et je pense qu'il faut arriver à rester droit dans ses bottes sur ce genre de choses si vous voulez avoir un réseau propre et qu'on refasse appel à vous derrière. Ça, c'est quelque chose que j'essaye de prôner pour pas avoir de problématiques et toujours avoir les mêmes choses pour bien me connaître. Après, là où j'essaie de me démarquer, c'est le fait déjà je suis dans des technos où il n'y a pas beaucoup de monde qui y sont, sur l'expertise que j'ai, les missions que j'ai pu avoir auparavant. C'est pour ça, comme je vous disais, je ne me suis pas lancé en tant que freelance dès le départ parce que c'est pas possible, quoi. Voilà, il faut quand même avoir un peu de background pour arriver à se démarquer des autres. Après, c'est toujours compliqué de passer par-dessus une ESN où eux peuvent donner effectivement la force d'avoir beaucoup de collaborateurs derrière, etc. Donc là, moi, c'est mon expertise et mon expérience qui me permet de passer devant ces personnes-là et de leur dire qu'effectivement, moi, en tant que freelance, et du fait que je n'aime pas rester chez le même client, je bouge beaucoup, j'ai une grosse vision globale des différents environnements et donc je peux leur apporter ce petit plus-là, justement. Complémentaire, ouais. Voilà, donc c'est là-dessus aujourd'hui que j'arrive à me démarquer sur les différents secteurs que je veux faire, quoi. Voilà. Après, c'est vrai qu'il faut faire attention aussi. On a beaucoup de freelance qui cassent le marché aujourd'hui. C'est pas le but, c'est pas parce qu'on a son compte et qu'on a moins de frais, etc., qu'il faut aussi casser le marché. Il faut rester à la juste valeur du TGM et des compétences auxquelles on peut prétendre aussi. Il faut pas non plus arriver en se disant je suis le cadre, je vais me vendre à 800 euros parce que tout le monde se vend à 800 euros. Voilà, il faut arriver à trouver un juste milieu. Une ESN va passer plutôt sur du 800 euros parce qu'elle a des frais de société derrière, etc. Nous, pas forcément. Il faut qu'on arrive à garder sur un tarif qui vous correspond sur ce que vous voulez vous rémunérer en restant correct, en restant droit et en pouvant se démarquer de l'autre côté. Effectivement, en principe, on est quand même moins cher qu'une ESN. Donc, on arrive à se démarquer aussi là-dessus, à passer un peu plus facilement parce qu'on va être moins cher qu'une ESN du fait qu'on n'ait pas les mêmes frais qu'eux. Donc là où un ESN va passer à 700 euros sur un profil d'expertise, nous, on va plutôt se positionner sur du 600 ou 650. Voilà, et ça nous va parfaitement, on ne casse pas non plus le marché et ça paraît logique parce qu'effectivement, le client, il prend un freelance. Potentiellement, c'est sûr, si je me casse une jambe demain, il va me perdre, quoi. Voilà. Ouais. Donc, le risque est mesuré aussi sur lui là-dessus, mais voilà, c'est forcément un risque que des clients, des fois, sont pas prêts à prendre. Là, après, c'est vos atouts commerciaux qui fera la différence, de vous vendre aussi, de vous montrer comment vous êtes capable d'amener les choses, etc. Il n'y a pas de. C'est voilà, ça c'est on l'a ou on l'a pas aussi. Donc je peux pas, voilà, quand on se lance freelance, je vous dis la casquette commerciale elle est indispensable et il faut avoir un petit peu cette vision. Si vous avez peur de ça, il vaut mieux passer par du portage salarial et du coup le portage vous enlèvera cette problématique un peu de casquette entre guillemets, même si c'est pas non plus magique. Voilà, ça vous enlèvera un petit peu, ça vous aidera un peu sur la partie commerciale, quoi. Super, très clair en tout cas, et très complet. Alors du coup, je vais terminer par une dernière question. Oui. Qui nous a été posée et ça va reboucler du coup avec un petit peu tout le webinaire. Mais est-ce que Damien, tu peux nous parler un petit peu de ton historique avec le hibou, comment ça s'est passé, qu'est-ce que tu as apprécié, est-ce qu'il y a des choses que tu as trouvées spécifiques, est-ce que Florian est sympa, des choses. Non. Non, pas du tout, pas du tout. C'est du webinaire. Moi, le hibou, j'en suis venu sur le hibou pour la simple et bonne raison, comme je vous ai parlé de la communauté tout à l'heure, c'est la communauté qui a partagé le hibou sur LinkedIn, des freelances que je connais, qui m'ont du coup fait connaître le hibou avec lequel déjà vous travaillez, etc. Et du coup, je me suis inscrit sur le site. Florian est revenu vers moi pour discuter, etc. Et justement, je disais à Florian, il manque énormément d'échanges sur les freelances, il manque un acteur un petit peu sur le marché qui essaye de faire l'interconnexion entre tous les freelances qu'il y a. On n'a pas assez de dialogue, de parole sur les freelances pour ceux qui veulent se lancer, savoir comment faire, comment se mettre en œuvre. Et du coup, moi, j'ai dit à Florian, justement, voilà, moi, j'aime bien ce genre de choses, j'aime bien expliquer les choses, discuter avec les gens, essayer de donner mon expérience. J'ai aidé 3-4 collègues à se mettre justement à leur compte, à leur faire éviter les pièges avec des questions, etc. Voilà, en prenant son montant, mais je sais que derrière, ils me le revaudront sur d'autres choses. Et du coup, avec Florian, c'est là où l'idée est venue de dire pourquoi pas
faire un webinaire, essayer de parler un petit peu de tout ça, essayer d'avancer, essayer de se mettre en œuvre sur ça et essayer justement de vous aider du fait de l'expérience que j'ai maintenant. Et donc, comme voilà, ça fait 5 ans, je commence à avoir les reins assez solides pour justement me permettre de pouvoir venir aider et d'interchanger avec les autres freelances qui veulent se lancer. Et c'est comme ça qu'on est venu à dialoguer avec Florian et qu'on a mis ensemble voilà, tout ça. Et puis j'espère plein d'autres partenariats et pourquoi pas plein d'autres webinaires avec très, très grand plaisir. Je serai là pour vous accompagner. Eh ben, super. Avec plaisir. Merci beaucoup en tout cas, Damien, Avec pour plaisir. ces réponses. Merci à toi. Je pense qu'on a pas mal débordé sur le temps, mais en tout cas, énormément d'infos Vous êtes toujours partagées. très nombreux à être avec nous en plus. Donc vraiment, merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. C'est hyper intéressant. Peut-être Florian, on va conclure très rapidement sur 2-3 petits points. C'est que déjà, merci à tous. C'était vraiment super. Merci à tous les deux pour votre échange. En tout cas, moi, j'ai appris beaucoup de choses et c'était hyper intéressant de vous entendre discuter sur le parcours de Damien et sur les différents conseils qu'il a pu donner à toute la communauté. Et un petit rappel pour terminer sur le hibou, effectivement, donc des missions partout en France. Pas que des missions sur Paris, Damien en a parlé, donc on est présent sur Bordeaux, mais aussi avec des bureaux sur Toulouse et à venir sur Nantes et sur Lyon. Donc, si vous avez des missions freelance à trouver, le point de référence, c'est le hibou. Pas de frais de service, puisque en fait, nous nous rémunérons uniquement sur des frais facturés aux clients, pas aux freelance. Et des missions longues, ce qui est un peu notre spécificité, le fait de pouvoir travailler en sécurité, d'avoir une certaine sécurité financière, ne pas se remettre en cause tous les 3 jours, mais avoir vraiment une mission sur laquelle vous pouvez compter. Voilà, vous pouvez retrouver évidemment notre site internet, notre plateforme lehibou.com. Vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn. Je vous ai indiqué la page de notre entreprise. J'ai donné aussi sur le chat l'adresse du groupe privé pour ceux qui sont avec nous aujourd'hui. N'hésitez pas à vous connecter dessus, à demander votre adhésion que je vais approuver bien sûr tout de suite. Pour que vous puissiez avoir plein d'informations exclusives et notamment ce qu'on s'est dit sur les baromètres des TJM. Et si vous avez des questions complémentaires, une petite adresse r.loiseau@lehibou.com, notre responsable de communauté, qui pourra bien sûr vous répondre et on reviendra vers vous très rapidement. En tout cas, merci à tous. Merci encore, Damien, infiniment pour ton retour. Pas de souci, merci à tous. Je vois les messages aussi qui font chaud au cœur de tout le monde. Je lisais en même temps. C'est pour ça que je fais ça. Je suis content de pouvoir apporter mon aide. Si j'avais eu ça quand je me serais lancé, ça aurait peut-être été un petit peu plus simple pour moi aussi, me poser moins de questions. Donc voilà, bon courage à tous en tout cas pour ceux qui vont franchir le cap. Je leur souhaite une bienvenue en tant que freelance et bon courage à tous et espérons les croiser. Exactement. Et merci à toi, Damien, encore une fois pour les infos. Toujours un plaisir de discuter avec toi. Et puis, écoute, moi, je te dis à très bientôt et en espérant vous revoir tous dans le chat bientôt aussi. Merci. Merci, à très vite. Merci, bon courage à tous. Merci, Damien. Merci. Bonne journée à tous. Au revoir.